va maintenant accueillir nos experts qui viendront nous parler de convergence IT-OT. Et donc, j'appelle sur le plateau Emmanuel, Christophe et Yves. Bonjour à tous les deux. Prenez place, n'hésitez pas. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Écoutez, voilà, on va parler de convergence IT-OT. C'est vrai que c'est un terme que j'ai un peu abordé en introduction, mais peut-être juste avant, on est tous collègues, tous les quatre. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre activité au quotidien ? Emmanuel Méran, donc moi je suis responsable de l'activité variation de vitesse pour Siemens en France. Et donc je suis chez Siemens depuis 11 ans, donc 175 ans. Moi j'ai fait que 11 ans chez Siemens, mais déjà beaucoup de parcours différents. Tu serais vieux, hein, sinon. Bonjour à tous, donc moi, je suis Christophe Riffler, donc moi je suis chef produit donc, chez Siemens. Je m'occupe de TIA Portal et de toute la gamme automate 1500, 1200. Donc aussi chez Siemens, Yves Nemer, donc moi j'ai la responsabilité du marketing et la communication sur les réseaux industriels. Donc des experts, on l'a dit, on reste sur un aspect très très technologique. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, finalement donc la table ronde s'appelle la convergence IT-OT. Qu'est-ce que ça veut dire ? De quoi est-ce qu'on va parler pendant ces quelques minutes ensemble ? Alors quand on parle de convergence IT-OT, on se rend compte que le monde change et on va typiquement passer, on parle de changement de paradigme, hein, on va passer d'un système très pyramidal où on avait des architectures, on va dire tout en bas les capteurs actionneurs, et on avait les contrôleurs et les informations remontées de bas en haut, comme on l'apprend à l'école depuis des années. Et ce monde change en fait. IT-OT converge, donc toutes les technos de l'informatique arrivent dans notre monde de l'usine, hein, et on arrive sur des architectures très IoT, de ce qu'on connaît dans le monde de l'IoT, et on dit de l'IIoT, où tout est connecté, ultra hyper connecté, et remonte des informations, tout le monde discute avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde complètement fermé à un monde totalement ouvert. Donc ce qui est important de retenir, c'est distribué, très autonome, très modulaire et très flexible. Flexible car il faut évoluer facilement, rapidement. Une machine arrive, peut évoluer sans tout casser. Et donc il nous faut de la communication et de l'ouverture. Et ce n'est pas seulement des données qui circulent de bas en haut, mais qui circulent à tout niveau, de manière horizontale ou verticale. Tout contrôleur, même le plus petit possible, tout en bas, peut remonter des informations vers le cloud, etc. Voilà. Et tout ce monde-là peut fonctionner si seulement il y a un pilier qui est essentiel, qui est là, c'est la cybersécurité. Oui, alors effectivement, Yves, en tant que responsable sur cette partie, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et pourquoi la cybersécurité est essentielle maintenant ? Pour info, moi j'ai eu un client qui m'a dit qu'il avait été piraté pendant l'été et qu'il avait perdu une bonne partie de ses données. Voilà. C'est malheureusement ce qui se passe au niveau de la partie production maintenant, vu que, comme le présentait Christophe, on a de plus en plus d'objets connectés. Donc ça veut dire des surfaces d'attaque beaucoup plus grandes. Et donc pour les hackers, c'est beaucoup plus facile de trouver des failles dans ces structures. Donc pour aller dans ce sens-là, Siemens développe des bonnes pratiques. La cybersécurité, c'est des bonnes pratiques. C'est commencer à regarder un peu ce qu'on peut faire au quotidien pour sécuriser les lignes de production. Et pour cela, ça permet de mettre en place des isolations de cellules, de vérifier l'ouverture de chaque élément. Et en cela, les systèmes Siemens, que ce soit la variation de vitesse, que ce soit à tous les niveaux, intègrent des fonctions avancées de cybersécurité déjà au cœur du composant. Donc au niveau de la structure réseau, ça nous permet de sécuriser la communication d'un point A à un point B et là de rendre un peu plus résistants et robustes les systèmes industriels. Ok. On a parlé d'architecture décentralisée. Les bénéfices finalement, quels sont-ils ? Les bénéfices, c'est, comme le présentait aussi Christophe, c'est la flexibilité. On est capable de revamper un système assez facilement parce que multiples protocoles, matériel ancien,
On est capable maintenant de pouvoir intégrer ça de façon simple dans un réseau industriel et donc de pouvoir facilement reconfigurer un réseau selon des inputs type une attaque qui vient d'être détectée. On est capable de changer des règles de firewall de façon dynamique. Et pour ça aussi, dans ce sens-là, on a développé pas mal d'intelligence, notamment au niveau des logiciels, pour rendre un outil intuitif, un manager de réseau. Notre Synack NMS est fait pour ça, de pouvoir reconfigurer, flasher. On parlait de vulnérabilité, de pouvoir, avant d'ouvrir l'usine, vérifier qu'on est bien calé sur l'ANSI, sur les préconisations de cybersécurité, et de pouvoir lancer de façon automatique, j'allais dire, un update de firmware pour pouvoir pallier à tel ou tel type d'attaque. Voilà ce qu'on fait au sein du réseau et dans toutes les équipes Siemens. Vous avez parlé d'exploitation de données. Alors la donnée devient l'or, on va dire, la richesse de du cycle de production. Est-ce que ces architectures distribuées permettent de l'exploiter plus facilement ? Oui, tout à fait. La donnée, elle était présente, hein, mais on ne l'utilisait pas forcément. Et même sur des installations existantes, il est vraiment aisé de récupérer de la donnée. Et aujourd'hui, on a toutes les plateformes de connectivité qui vont bien pour récupérer, collecter la donnée et la mettre en forme pour en déduire des KPI déjà sur des installations existantes. Donc soit via l'automatisme, soit en instrumentant sur certains cas, mais on a de la donnée disponible. Je vais prendre un exemple assez simple. La variation de vitesse nous donne une image du fonctionnement ou de l'état d'usure de la machine. On sait repérer une surconsommation de courant ou de couple, une surchauffe de moteur qui nous amène derrière sur des problématiques plus mécaniques sur la machine et sur son usure. Donc ça, c'est des données qui sont disponibles, sur lesquelles on peut intervenir aussi bien sur des installations existantes que sur des nouvelles installations. Et comme le disait Yves, évidemment, sur des nouvelles installations, on va mettre des composants de dernière génération qui, en plus, donc, vont apporter la couche cyber nativement, puisqu'ils ont été conçus dans une époque, évidemment, où ces risques cyber sont prépondérants. Et ils vont avoir effectivement une connectivité encore plus native, avec la capacité de récupérer de la donnée à haute fréquence, qu'on ne pouvait pas faire, par exemple, sur d'anciennes générations de produits. Très bien. Alors là, on parle connectivité, il faut forcément du réseau. Quels sont les médias et les technos de communication qu'on utilise ? Alors, comme je le disais en introduction, mon rôle est dans la collecte de données, c'est d'envoyer des informations d'un point A à un point B. Sans se soucier du type de média. Donc on va maintenant commencer à intégrer la 5G, on a différents types de fibres optiques, de câbles, enfin peu importe ce qui se passe dans l'usine, il faut prendre les contraintes comme elles sont et de pouvoir facilement mettre ça en place avec des protocoles ouverts, parce qu'il ne suffit pas de discuter avec du matériel récent, hein, c'est toujours facile, mais intégrer les matériels un peu plus anciens, c'est toujours un peu à casse-tête. Mais maintenant, on a tendance à standardiser, on parle de l'OPCUA, on parle de différents protocoles, donc la complexité, elle est de simplifier un peu toute cette communication. Donc d'avoir des médias disponibles, et quel que soit, que ce soit câblé ou non câblé, et quel que soit l'environnement. Est-ce que tu as des exemples que tu pourrais nous donner sur ces sujets ? Oui, des exemples, l'agroalimentaire par exemple. L'agroalimentaire est très demandeur de cette flexibilité parce qu'on fait une ligne de fabrication sur des pâtes à pizza ou ce genre de choses. Ça nécessite des blocs de froid, ça nécessite d'intégrer de nouvelles machines, de changer les lignes de production en fonction des recettes. Et ça nécessite de la flexibilité. Donc on a fait ça avec un grand nom de l'agroalimentaire où on est parti d'usines où là, la collecte de données était à l'étage, j'allais dire, à l'industrie -1, 0, et de pouvoir remonter ça dans le cloud, donc de faire de façon granulaire, et de pouvoir proposer à nos clients d'intégrer les nouvelles technologies dans des anciennes architectures, et de pouvoir monter ça jusqu'au cloud. Donc on a réussi, et l'agroalimentaire est un exemple pur, parce que c'est là où on a le gain de productivité maximum avec justement toutes les technologies j'allais dire, de digitalisation. On parlera d'Edge tout à l'heure, c'est aussi ce genre de choses qui font le succès des systèmes Siemens. Oui, alors effectivement, cloud, c'est dans les nuages, on va dire ça comme ça. Et puis, il y a une techno un peu plus proche de nous, un peu plus proche de l'usine, qui s'appelle donc le Edge. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut prendre la parole sur ce sujet ? Oui, donc le Edge, c'est la petite révolution dans l'industrie en ce moment, on en parle beaucoup. En fait, c'est la marche intermédiaire entre le contrôleur et le cloud. Et donc, on a cette techno Edge
Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement qu'on peut faire un parallèle avec votre smartphone, on appelle ça le smartphone de l'industrie, dans lequel on va distribuer des apps qu'on va télécharger pour pouvoir optimiser les lignes de production. Donc l'idée, c'est toujours la même, c'est-à-dire que souvent, on sait que quand une ligne de production tourne, on ne veut pas y toucher, et personne ne veut qu'on y touche, parce qu'on veut produire un maximum, on ne veut pas que ça s'arrête. Par contre, on veut pouvoir la faire évoluer. Et la seule manière de le faire, c'est cette fois-ci de pouvoir lui mettre une brique Edge et de pouvoir décliner des apps, des mettre à jour, de pouvoir optimiser, de voir ce qui se passe, d'avoir une transparence de ce qui se passe, remonter des informations pour optimiser cette ligne de production. Donc ça, c'est le premier pilier. Et le deuxième pilier, c'est aussi de pouvoir faire de la maintenance prédictive grâce à ces apps, de pouvoir voir ce qui se passe et de pouvoir aussi effectuer de la maintenance sur ces lignes de production. OK. Par rapport à, donc, à tous ces éléments-là, est-ce qu'il y a des besoins en compétences qui évoluent ? Oui, tout à fait, on l'a vu, on parle de cyber, on parle de edge, on va avoir des plateformes ouvertes où on va faire du code avec des protocoles ouverts. On a besoin de nouvelles compétences. On parle aussi d'intelligence artificielle, on parle aussi de jumeaux numériques. Donc tous ces sujets-là nécessitent évidemment des compétences particulières qu'on n'a pas forcément encore aujourd'hui, nous, dans nos équipes, qu'on forme au fur et à mesure, mais dont on a besoin aussi chez des nouveaux talents. Et donc, on a besoin de formation adaptée à ces nouveaux usages et à ces nouveaux métiers, à ces nouvelles compétences. L'intelligence artificielle, je vais en dire deux mots, mais effectivement, c'est déjà une réalité dans l'industrie. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle dans l'intralogistique, par exemple, pour aller récupérer avec un robot des produits en vrac sur un tapis ou dans un bac. Eh bien, on ne va pas aller programmer la position de chaque pièce dans le bac, puisque il est incertain, la position est incertaine, on ne la connaît pas d'avance, donc on va rajouter de l'intelligence artificielle avec des caméras, des systèmes de vision, et qui vont auto-apprendre au fur et à mesure d'augmenter la qualité de la prise de pièces en vrac sur un tapis ou sur un bac. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà à l'œuvre dans l'industrie, pour lesquelles on a besoin de compétences supplémentaires. Nous, Siemens, on met à disposition la technologie dans nos systèmes d'automatisme pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle, connecter ces caméras, créer un réseau neuronal artificiel. Mais derrière, c'est vraiment des compétences qui vont être de plus en plus poussées pour avoir des algorithmes qui sont toujours plus précis dans leur fonctionnement. Et ça, c'est des compétences qu'on n'a pas aujourd'hui chez nous et dont on a besoin chez les jeunes. Donc on a besoin de formations adaptées. C'est vraiment là où la convergence IT-OT prend aussi tout son sens. C'est qu'il faut des gens qui sachent programmer des réseaux de neurones et en même temps dans un usage industriel. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur ce sujet. Tout à l'heure, tu as parlé du jumeau numérique. C'est un sujet dont on va parler tout du long de cette présentation parce que finalement, le jumeau numérique, que ce soit dans l'industrie, le produit, l'usine, l'infrastructure, le bâtiment, et puis même dans les cartes électroniques, on fait que des aspects du jumeau numérique. Est-ce qu'on peut en avoir une petite vision, un petit aperçu avant même de commencer les autres présentations ? Comme tu l'as dit, Anne, il y a une infinité de jumeaux numériques. Donc ça peut être simuler une partie d'un composant, ça peut être simuler une partie d'une machine, une partie d'une carte électronique au niveau multiphysique, sur la dissipation thermique, sur le fluidique, sur la mécanique. Donc c'est vraiment très très varié. Et Siemens est leader sur ce métier-là aussi, puisqu'on a toute une branche software chez nous qui comporte beaucoup de logiciels adaptés aux différents besoins. Donc que ce soit des besoins sur la partie électronique, simulation de machines, simulation mécanique, simulation électrique, simulation multiphysique. Donc voilà, on a vraiment des jumeaux numériques pour tout. Quel est le but d'un jumeau numérique ? Parce que c'est bien beau de dire on va faire un jumeau numérique, on se gargarise de dire on fait du jumeau numérique, mais pourquoi on fait du jumeau numérique ? Le but d'un jumeau numérique, c'est d'accélérer. C'est d'accélérer les temps de mise au point, de réduire les coûts également, puisque forcément on va sortir plus de machines si on les sort dans un délai plus court, et également on va pouvoir aller au bout du fonctionnement de la machine ou du composant jusqu'à la casse, puisqu'on est dans le monde virtuel, donc on ne risque pas de casser. Et donc on va aller effectivement tester les capacités jusqu'au dernier retranchement, ce qu'on ne ferait pas sur une machine physique. Prendre un exemple, on fait une nouvelle machine de production.
on veut tester un nouveau concept de mécanique, et bien là, en quelques jours de temps, on est capable de simuler plusieurs systèmes mécaniques différents, alors que dans le passé, il faut aller les designer, les produire, les installer, les monter, les assembler, mettre en place l'automatisme autour pour le piloter, et ensuite regarder si ça correspondait aux besoins ou pas. Ça, c'est des cycles qui sont du coup beaucoup, beaucoup plus courts, et on peut en faire beaucoup plus, et on peut en plus optimiser la machine jusqu'au bout, puisqu'on va aller jusqu'à la casse dans le système de simulation qui est vraiment réaliste par rapport à ce qui va se passer sur la machine, et on peut donc augmenter potentiellement la cadence de machine. Et on peut même le faire sur des machines existantes. On peut dire, je fais un jumeau numérique de la machine que j'ai vendue à tel client, je l'ai vendue pour une cadence de 50, est-ce que si je la passe à 70, je casse la machine, je réduis son durée de vie de 50%, ou est-ce que j'ai encore du mou et du gras parce que tout le monde prend du gras partout, et en fait, je peux monter de 30% les performances de ma machine sans risque, et en fait, je revends une valeur ajoutée aussi à mon client en plus derrière. Donc c'est vraiment très vaste le jumeau numérique, mais c'est vraiment un outil pour accélérer, pour augmenter la compétitivité aussi des entreprises sur le secteur. Ok. Tout à l'heure, Christophe, tu nous as parlé de changement de paradigme. On l'a rapidement évoqué sur les compétences, mais est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur cet aspect compétences ? Oui, on se rend compte donc qu'on a besoin de plus en plus de compétences en informatique, en intelligence artificielle, comme Emmanuel a déjà précisé. On se rend compte que l'automaticien simple ne suffit pas. Néanmoins, il nous faut ces compétences qui sont le socle. Il faut ces bases que l'automaticien aujourd'hui a en industrie. Mais il faut lui rajouter toutes les couches informatiques, parce que ça devient toutes ces technos qui viennent dans notre monde et on n'est pas forcément prêt à les appréhender. On parle de plus en plus de technologies JSON, Docker, on parle de Linux, on parle de toutes ces technos JavaScript, etc., qui deviennent courantes dans le monde de l'OT. Et on n'est pas... ces compétences-là sont nécessaires maintenant. C'est-à-dire que c'est ça qui est un peu formidable. C'est-à-dire que quand on est étudiant... si je peux comparer mon expérience professionnelle, quand j'étais jeune, je faisais l'automatisme et je voyais l'informatique qui évolue très vite à côté. Je me disais, c'est super, mais nous, on n'évolue pas aussi vite. Et maintenant, c'est l'inverse, quoi. Ça va très, très vite dans le monde de l'automatisme, mais tout se marie. Et c'est ça qui est formidable, parce que ça donne des perspectives de pouvoir toucher un peu à toutes les technos et s'éclater, quoi, tout simplement. Et donc, il y a aussi des technos réseaux également. Enfin, il y a de quoi vraiment s'amuser dans l'industrie aujourd'hui. Effectivement, comme tu le disais, c'est d'abord l'automaticien, c'est celui qui a les besoins. Et après, il a toute la boîte à outils. Donc la boîte à outils, c'est les développements, c'est le edge, c'est le réseau. Donc et en plus, la cybersécurité qui vient se greffer dessus. Donc comme tu disais, il y a des acronymes qui sont maintenant courants, le VPN, VLAN, etc. Ça, c'est des choses que l'automaticien a du mal à appréhender. Donc il faut l'accompagner pour aller là-dessus. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'éducation, on a vu des modules se faire. On est consulté régulièrement par des écoles qui nous disent comment on peut appréhender ce monde-là pour intéresser justement les personnes à venir dans l'industrie, parce qu'on est tous avec des routeurs, avec des Freebox à la maison, on sait en faire. Nous, on fait la même chose, mais au niveau industriel, avec des contraintes de temps qui sont un peu différentes. Mais derrière, c'est aussi la curiosité qui va faire que notre métier est super intéressant. On va travailler avec du vieux, on va faire du nouveau, on va faire des nouvelles technos, on va tout bouger. Et c'est vrai que la motivation, on la sent au niveau des écoles. On commence à avoir des apprentis qui arrivent avec des idées nouvelles, donc on les intègre. Et ça, c'est une flexibilité, c'est vraiment quelque chose de très motivant. Donc je vous invite à regarder un peu ce monde-là. Mais il faut garder l'essentiel, c'est plus vous êtes curieux, plus vous avez des chances de vous éclater dans le métier dans lequel on est en train de vous accompagner, quoi. Voilà. Oui, peut-être à vous entendre, on entend le fait qu'on décilote tout. En fait, la technologie, la donnée permet de faire table rase de tous nos silos. Nous, on raisonne encore chez Siemens sur la partie infrastructure, et puis après sur la partie infrastructure, sur la partie industrie. Mais dans tous les domaines, on parle d'automatisation. Et dans la partie industrie, on sépare, on cloisonnait la partie automatisme, variation de vitesse, réseau. Là, avec tout ce qu'on vient de se dire, finalement, on a l'impression que les frontières explosent complètement.
Bah oui, on l'a dit à plusieurs reprises, hein, on est sur de la communication, sur un monde ultra connecté. Et donc, c'est cette colonne vertébrale de communication qui fait que tout le monde est lié et maintenant, il n'y a plus de frontières. Donc, ce que hier, on avait un automaticien, un mécanicien, un électricien, aujourd'hui, il y a aussi la couche réseau, la couche cyber et qui concerne tout le monde. Et tout le monde, dans son métier, dans son quotidien, doit intégrer ces notions-là, pas être un expert en tout, on peut pas être un expert en tout, mais en tous les cas, avoir une conscience sur ces sujets-là, avoir des bases sur ces sujets-là et avoir des experts sur lesquels s'appuyer. Donc c'est ce qu'on a chez nous, mais c'est ce qu'on doit avoir chez tous nos clients aussi. C'est pas toujours encore le cas et c'est un travail du quotidien et on a besoin encore de ressources et de compétences formées sur ces sujets-là. Ok, on y reviendra peut-être à la fin, Emmanuel, sur les reportages immersifs. On a la chance d'avoir des clients qui font des choses, encore une fois, très passionnantes. Et vous le verrez, vous verrez l'intérieur des industries qu'on a choisies et on échangera quelques minutes dessus. Est-ce que vous voulez rajouter 2-3 mots? Est-ce que dans l'assistance, vous avez des questions? Pas de questions? Des éléments, messieurs? Non, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est l'ouverture, quoi. Ultra connectivité et ouverture. On n'est plus sur des systèmes très fermés, très propriétaires. Maintenant, on ne veut pas reconstruire la roue, on veut se monter les marches et s'appuyer sur les choses existantes. Et l'ouverture est essentielle pour ça. Et puis les chiffres le montrent, hein. On regarde les créations d'entreprises, les nouvelles, on parlait d'insectes, de production de protéines, etc., etc. Les métiers évoluent. On a de la chance d'avoir un pays qui redynamise l'industrie. Donc profitez-en, il y a des bonnes opportunités. Et après, il y a des partenaires comme Siemens qui peuvent vous proposer justement des choses intéressantes. Donc allez-y, regardez un peu sur les sites. Et comme je vous l'ai dit, la curiosité, c'est vraiment là où on va avoir le maximum de retours. Ok, donc le bon mot, curiosité, ouverture, flexibilité, agilité, hyperconnectivité, ça en fait. Je vous remercie beaucoup, messieurs, pour cet éclairage. Beaucoup de choses à faire et je crois que le mot de l'après-midi, de la journée, ce sera passionnant. La passion, c'est la passion qui nous anime au quotidien pour répondre aux enjeux de nos clients et faire en sorte qu'on puisse répondre à toutes les nouvelles problématiques qui se créent et répondre de manière très très large. Voilà. Merci beaucoup. Merci Anne. Merci Anne. Bonne journée.